Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de l'Instruculture un peu spéciale cette semaine puisque nous vous proposons de vous replonger dans le Salon du Livre qui s'est tenu le week-end dernier au Mans dans le cadre de Faites Lire. Agnès Milot et Paul-Joseph Bouladou ont arpenté les stands de la place des Jacobins et de la place de la République pour aller à la rencontre des auteurs en dédicace. Au sommaire de cette émission, vous allez entendre Gaël Nohan, Yves Violier, Julie Héraclès, Sophie de Mullenheim, Charlotte Grossetête ou encore Georges Fenech. Et démarrons tout de suite avec Gaël Nohan et qui nous parle de la petite histoire dans la grande. Paul-Joseph Bouladou. Gaël Nohan, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au salon Faites Lire du Mans parce que vous avez publié Le Bureau d'éclaircissement des destins chez Grasset. C'est votre 5e roman qui a remporté le prix RTL Lire. Donc, détail très important, ça parle d'un bureau qui récupère des objets qui ont appartenu à des déportés en Allemagne. Vous avez ajouté l'histoire d'une ressortissante française qui habite en Allemagne, qui est séparée. Pourquoi avoir choisi ce thème des objets de déportés et surtout des recherches pour trouver les descendants ? Alors parce que c'est une vraie mission qui date de 2016, donc récente, et qui continue aujourd'hui, parce que ces objets sont des objets sans valeur marchande, des petits objets comme on en a tous, un pierrot tissu. Voilà, mais c'est aussi un portefeuille, des photos, des alliances, des bijoux de pacotille, et que l'objet est d'autant plus émouvant qu'il est modeste, et c'est un bon vecteur pour transmettre une histoire, un héritage. Et c'est vraiment le cas dans la réalité. Ces objets apportent avec eux un morceau de la personne disparue. En fait, ils ressuscitent cette personne. Ils lui permettent de reprendre sa place dans la famille. Ces objets, ils ont chacun un arc narratif. Ce sont un peu des personnages, ce sont un peu eux les héros, ou tout du moins les protagonistes de votre histoire. Oui, pour moi, je voyais vraiment ce livre comme des flèches qui partaient des objets pour aller vers des descendants. Et les objets avec eux apportent beaucoup de choses. Ils défont des silences, ils renouent des liens qui ont été tranchés par la guerre et ils révèlent des secrets de famille. D'ailleurs, vous avez parlé de documentation, vous avez lu bon nombre d'ouvrages sur, donc je rappelle le nom du bureau, c'est International Tracing Service, désolé pour mon anglais, qui donc collectionne, récupère des objets qui ont appartenu à des déportés. Comment vous vous êtes documenté ? Ça a dû prendre beaucoup de temps. Il y a plein de choses en fait. J'ai passé des heures innombrables dans les archives d'Arolsen elles-mêmes, puisque l'International Tracing Service s'appelle les archives d'Arolsen aujourd'hui. Ensuite, je suis allée sur place. J'ai fait des voyages en Allemagne et en Pologne. Et donc, j'ai lu 200 livres d'historiens et témoignages. J'ai visionné des dizaines et des dizaines de documentaires. J'ai lu des articles. J'ai rencontré des gens. J'ai visité des musées. Voilà. C'est un livre qui fait voyager, on va pas raconter tout à nos auditeurs et futurs lecteurs, j'en doute pas, mais ça, on va à Thessalonique, on va en Argentine. Pourquoi ce goût du voyage ? Mais parce que c'était montré aussi que les descendants sont disséminés aux 4 coins de la Terre et que cette histoire, elle est universelle et mondiale. Et donc, quelle que soit notre histoire, qu'on soit ou pas relié à des victimes, elle a impacté notre conscience collective. Et donc là, on se promène parce qu'elle touche des gens qui peuvent vivre dans toutes sortes de pays, mais dont l'histoire s'est jouée un jour en Allemagne ou en Pologne, par exemple. Ces photos, ces médaillons, ce fameux pierrot en tissu, on commence d'ailleurs par cet objet. C'est un peu l'anti-Monuments Men. Là, il n'y a pas d'œuvre d'art, il n'y a pas de lingots d'or, il y a juste des petits objets, vous l'avez dit vous-même, qui n'ont aucune valeur marchande. Oui, et donc c'est très particulier parce que c'est tout ce qu'ils peuvent véhiculer d'émotions. Justement parce qu'ils sont modestes. Moi, je les ai vus, les vrais objets, et ils sont extrêmement touchants. Il y a des objets de jeunes filles, des petits colliers comme... moi, j'ai une fille de 19 ans et c'est exactement ce qu'on trouverait sur elle si on l'arrêtait aujourd'hui. Donc tout ça, je crois que... Alors, les histoires de biens spoliés, elles sont absolument passionnantes. C'est des enquêtes très difficiles. Mais pour moi, c'est très différent parce que là, ces objets-là, tout le monde en a chez soi. Tout le monde a des objets auxquels il tient, des objets qui viennent d'une grand-mère, d'une tante ou d'un amoureux ou j'en sais rien. Des petits talismans affectifs. Et il s'agit de ça. Et effectivement, ces objets, peut-être, arrêtez-moi si je me trompe, permettent d'humaniser les déportés. Souvent, dans les films, on peut voir des uniformes, des matricules, des foules de personnes qui se ressemblent parce qu'ils sont décharnés. Et là, ils ont tous leur petite histoire.
Bien sûr, ils ont tous leur histoire. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que leur histoire ne se résume pas à leur mort. C'est toute leur vie qu'on essaye de rappeler. Et pas juste ce moment douloureux qui passe par la déportation et parfois par la mort dans un camp. Merci Gaël Dohan. Donc pour rappel, votre ouvrage Le Bureau d'éclaircissement des destins est publié chez Grasset. C'est votre 5e roman. Vous êtes ici au Salon Fête Rire. Merci. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi celle de la Résistance, une période qui a vu naître des héros de l'ombre dans nos régions, ce qui a inspiré un auteur vendéen, Agnès Milot. Bonjour Yves Violier. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'À quoi pensent les saumons. Ça vient de paraître aux presses de la Cité au prix de 20 €. Alors, c'est l'histoire de Simon, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a été résistant. Est-ce que vous voudriez bien nous raconter en quelques mots un petit résumé de ce roman dont vous êtes l'auteur ? Eh bien, Simon, il a aujourd'hui 86 ans. Et alors qu'il sort de chez l'oncologue, qui lui a parlé de sa santé, il rentre chez lui. Il dit à son épouse Claude, « Écoute, on va aller à Mauthausen, le camp de concentration en Autriche. » Elle ne comprend pas jusqu'à présent. Simon a toujours refusé de parler de Mauthausen. Mais alors comment va-t-on y aller ? Demande Claude. En avion ? Non, absolument pas. En avion, on ne verra rien. Par le train ? Tu ne veux pas que je retourne à Mauthausen par le train ? On va y aller avec notre vieux pick-up. Et ils prennent la route. C'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un couple qui se met en chemin. Un vieux couple qui est amoureux depuis l'enfance. Ils se sont connus tout petits et ils ne se sont jamais quittés, sauf pendant la période de la guerre et pendant le voyage. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas au bord du Danube, au camp de Mauthausen, ils vont peu à peu égrener le passé, revenir sur à la fois leur histoire. Et puis il y a les petits gestes de Claude qui va porter Simon, parce que ce voyage, c'est en même temps une épreuve, bien sûr. Ils vont être là-bas pendant 3 jours et peu à peu, eh bien, Simon va révéler son quotidien là, son quotidien de résistant, et puis aussi un petit secret qu'il n'a pas avoué, mais que Claude finalement avait plus ou moins deviné. Alors, ce qui est très touchant tout au long de ces pages du Violier, c'est que c'est écrit à la première personne. On est vraiment un petit peu dans la tête de Simon. Pourquoi ce choix du « je » ? C'est Simon qui va se livrer, je dirais corps et âme. Je l'ai rencontré, le vrai Simon. Et donc, il m'a semblé qu'en écrivant à la première personne, je serais plus près de cette vérité, de ce chemin de saumon qu'il a pu effectuer pendant toute sa vie. Parce que cet homme-là, quand je l'ai quitté la première fois où je l'ai rencontré, je me suis dit en montant dans ma voiture, mais c'est un saumon. Là, maintenant, il a 100 ans. Il y a encore une fois dans la vie une énergie qui est communicative, et justement en écrivant j'espère qu'on sent vraiment l'espérance dont il est porteur. Le vrai Simon s'appelle Pierre Mauger, il est vendéen. C'était important pour vous, Yves Violier, que ce soit quelqu'un de votre territoire, parce que vous êtes un vendéen, vous aussi, vous êtes un auteur de terroir, si on peut dire, de comme ça porter la voix d'un homme qui a fait partie de la grande histoire, mais d'un vendéen quand même. Oui, oui, parce que je crois qu'il est aussi emblématique d'une certaine Vendée, qui est aujourd'hui, on parle du miracle vendéen, c'est-à-dire qu'elle a été maintenue sous un couvercle pendant longtemps par son histoire, par le passé des années 1793, etc. Et elle en est sortie il y a une cinquantaine d'années, et on y a une énergie. Moi, écrivain, j'avais le choix de vivre ailleurs, j'ai été professeur ailleurs et tout, mais il fallait que je revienne chez moi pour puiser, pour profiter de cette énergie. Et la rencontre avec Simon Pierre, eh bien, c'était pour moi aussi bénéficier de ce mouvement d'énergie. Alors pour écrire ce livre, si j'ai bien compris, vous êtes allé à Mauthausen. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vécu là-bas, qui était important dans le processus d'écriture ? C'était très important pour moi parce que la question que je me posais avant d'écrire le roman, parce que je lui avais bien dit à Simon, ce ne sera pas votre biographie, j'écrirai, je suis romancier, je vais y mettre de la chair, je vais faire vivre, c'est un roman que je vais écrire, mais se poser la question pour moi de ma légitimité. Bien sûr, je n'ai pas connu la guerre, bien sûr, je n'ai pas connu les camps, il y a tellement de grands livres qui ont été écrits sur cette époque-là, de quel droit est-ce que je pouvais m'emparer de ce sujet-là ? Mais j'avais Simon avec moi, donc
j'ai fait ce chemin avec lui. Bien sûr, il n'est pas venu avec moi à Mauthausen, mais je suis allé là-bas. Et vous savez, quand on va sur un lieu, moi j'appelle ça faire mes repérages, quand on va sur un lieu avec un roman en tête, à ce moment-là, on s'imprègne complètement du lieu. Et là, je suis allé à Mauthausen, je suis descendu dans la fameuse carrière avec l'escalier, absolument l'escalier de la mort. Là-bas, l'émotion, la force d'émotion donne de la force aussi à l'écrivain. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes l'auteur d'À quoi pensent les saumons. C'est paru aux presses de la Cité au prix de 20 €. À bientôt, merci. Merci. Toujours durant la Seconde Guerre mondiale, le roman suivant est tiré d'une photo prise en 1944 et qui a fait le tour du monde. Paul-Joseph Bouladou. Julie Raclès, bonjour. Bonjour. Vous avez publié donc Vous ne connaissez rien de moi chez Lattès. C'est un roman. Pour présenter, c'est tiré d'une photo que tout le monde ou presque a vue. C'est une photo qui parle à tout le monde. Une femme tondue à la Libération. La foule a l'air de s'amuser de ce qui se passe. Elle tient son nourrisson dans les bras. Ça s'est passé, on appelle ça la tondue de Chartres. Bon, la photo, c'est Robert Capa, le célèbre reporter photographe américain qui l'a prise. Ça a été publié dans le magazine Life. Vous-même, vous êtes chartraine. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur cette photo ? Alors, cette photo, je la connais depuis toujours parce qu'elle a été prise dans ma ville, à Chartres. Pendant longtemps, en fait, on ne savait pas exactement quel avait été le parcours de cette femme. En 2011, il y a une enquête historique qui a été publiée par des historiens et là j'ai découvert en fait que cette femme n'avait pas été seulement coupable d'avoir eu un enfant avec un soldat allemand, mais elle avait sciemment collaboré, elle avait admiré l'idéologie nazie, elle avait adhéré au PPF qui était le parti le plus fasciste de l'époque, elle avait été soupçonnée d'avoir dénoncé ses voisins qui ont ensuite été déportés. Donc une femme éminemment coupable. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est que, en fait, en lisant l'enquête historique, je ne pouvais pas appréhender toutes les motivations qui ont pu être les siennes. En fait, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ces choix-là, ces mauvais choix-là ? Et le roman m'a semblé être un bon moyen, justement, pour explorer le cheminement de cette femme. C'est un récit écrit à la première personne. On est vraiment dans la peau de cette femme, de Simone ? Oui, c'était. Je l'ai pas choisi d'emblée cette première personne. Au départ, j'avais choisi un narrateur extérieur, mais je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant ça, finalement, j'étais obligée de faire des choix. Tandis que en prenant la première personne, en fait, on est vraiment dans sa tête et elle est responsable de tout ce qu'elle fait en fait, tout ce qu'elle dit, toutes ses émotions, ça vient d'elle. Donc ça me permet en fait de prendre de la distance finalement. C'est pas un narrateur extérieur qui choisit les éléments qu'il va raconter, c'est uniquement elle. Il n'y a pas peut-être un risque à la première personne de la rendre presque, je vais pas dire sympathique, le mot est fort, mais de la comprendre tout du moins ? Justement, en fait, pour moi, ça introduit de la distance dans le sens où il y a uniquement, c'est uniquement elle qui est responsable de ses actes. En fait, il s'agit pas de la comprendre, il s'agit d'essayer d'explorer quelles ont pu être ses motivations. Et regarder en face ses motivations, c'est aussi pour être vigilant. Parce que l'idéologie nazie et toutes ces idéologies mortifères, elles ont un pouvoir de séduction. Il faut le reconnaître en fait, et ça se passe encore aujourd'hui. On le voit sur certains jeunes qui peuvent être attirés par des idéologies extrémistes. Et donc regarder en face les motivations, c'est aussi se dire soyons vigilants, faisons attention pour ne pas que ça recommence en fait. Cette photo, en fait, une fois qu'on a lu votre livre, qu'on se documente là-dessus, il y a 1 million de détails juste devant elle. Sur la photo, il y a son père, l'air abattu, et le père les parents jouent un rôle très important dans son parcours. Alors oui, en fait, cette femme, si elle a fait ses choix funestes, il y a un ensemble de raisons qui l'ont poussée à faire ces choix-là. L'atmosphère familiale et ses relations avec ses parents, c'est une des multiples raisons. Donc ses parents étaient petits commerçants et ont connu dans les années 30 un déclassement social parce que la crèmerie familiale a fait faillite. Et donc il y avait chez elle une haine du Front populaire, un anticommunisme et un antisémitisme complètement assumé. Donc elle est le résultat en fait de cette atmosphère. Mais en même temps, ce qui était important pour moi, c'est de dire que c'est une des raisons. Parce que par exemple, sa sœur, qui a vécu dans le même contexte, elle n'a pas collaboré. Donc il n'y a pas de fatalité familiale. C'est une des raisons qui ont fait qu'elle a eu ces convictions-là. C'est pas la seule. Vous êtes chartraine, vous avez écrit sur la tondue de Chartres et pourtant vous êtes partie à La Réunion pour écrire.
C'est une bonne question. En fait, je crois que j'ai eu besoin, à un moment donné, de m'extraire en fait de Chartres pour pouvoir mieux appréhender Chartres. Paradoxalement, hein. En fait, Chartres, c'est la ville où je vis, donc c'est la ville où finalement j'ai mon quotidien, j'ai mon travail, ma famille, et donc partir, ça me permettait en fait d'avoir l'esprit complètement libre et pour pouvoir vraiment me concentrer sur mon travail d'écriture. Vous avez des retours à Chartres, des personnes qui vous disent peut-être on a connu sa famille, on a connu elle, des personnes qui vous parlent non seulement de votre ouvrage mais de cette histoire? L'histoire, elle est éminemment connue à Chartres, bien sûr. Et oui, beaucoup de lecteurs me disent, soit qu'ils ont grandi dans ce quartier, soit qu'ils ont connu cette histoire. Et après, chaque lecteur, avec sa sensibilité, va retenir certains détails, certains événements. Donc oui, j'ai beaucoup de retours de la part de Chartrains. Merci Julie Raclès. Un grand merci à vous. Passons maintenant du côté des auteurs jeunesse avec Sophie de Mullenheim. Écrivaine prolifique, elle se plaît à imaginer des séries de romans pour enfants et ados. Agnès Milo. Bonjour Sophie de Mullenheim. Bonjour. Vous êtes auteur jeunesse depuis 23 ans. Vous écrivez des livres pour enfants de 3 à 17 ans avec des documentaires, des petits contes, des romans. Et parmi les fictions, on vous doit notamment 2 séries phares. On commence par votre saga toute nouvellement parue, Les Rochecourt. C'est une véritable immersion dans la vie d'une famille, pas tout à fait comme les autres. Donc c'est une saga familiale avec 7 enfants qui habitent en Normandie. Et en fait, dans chaque tome, on va suivre un enfant à chaque fois. Chaque enfant a des talents, des qualités, des défauts. Et en fait, c'est le but de cette série, c'était de montrer que on peut réussir sa vie, quel que soit un peu qui on est, et qu'il n'y a pas une seule forme de réussite. Et justement encourager les jeunes à avoir confiance, à se dire oui, je peux y arriver aussi, même si parfois on sort des sentiers battus, ou alors si on a un projet de vie où les gens nous disent ouais, c'est bizarre, voilà. Donc se dire que oui, on peut réussir sa vie quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour cette série des Rochecourt, Sophie de Mullenheim? Quelles ont été un petit peu les envies, les choses que vous avez pu vivre qui vous ont incité à passer, je dirais, de la pensée à l'écriture? Alors, les idées, je ne sais pas, mais maman de 6 enfants, je m'aperçois que 6 enfants, c'est 6 projets de vie différents. C'est le moule est le même, mais le reste derrière est complètement différent. Donc chacun a ses idées, ses talents, et qu'en fait il faut arriver à accompagner chacun sur son chemin de réussite, justement. Sachant qu'aujourd'hui on est dans une société où réussite signifie millionnaire, youtubeur et voilà, et Dubaï et toutes ces choses qui donnent l'impression d'être merveilleuses. Et en fait ce n'est pas ça la réussite. Et c'est en fait ce que moi déjà en tant que maman j'ai envie de faire passer à mes enfants et ce que j'aimerais faire passer à mes lecteurs. Justement, vous anticipez ma question, il fallait dire dans cette saga des Rochecourt, quels sont les messages vraiment phares que vous avez envie de faire passer, que ce soit à travers les personnages, les intrigues, vous dites, j'imagine il y a aussi une inspiration chrétienne. Forcément, alors j'en suis pétrie depuis toujours, donc oui, c'est vraiment la parabole des talents déjà, c'est faire fructifier ce qu'on a en nous et qui n'est pas forcément la première chose que l'on voit de prime abord. C'est être droit aussi dans sa vie d'adulte notamment, donc vis-à-vis des autres, servir les autres, aimer les autres, mais aussi être honnête, l'importance de l'honnêteté, d'être en vérité avec soi-même. Toutes ces valeurs profondément chrétiennes, j'ai envie qu'elles transpercent à travers ce que j'écris. Donc ça c'est pour la saga des Rochecourt, mais il y a aussi une autre série, Sophie de Mullenheim, dont vous êtes l'auteur, Gypsy Book. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors le Gypsy Book, c'est une série un petit peu particulière puisque le héros est un livre écrit par un vieux gitan pour son petit-fils. Donc il y a un seul Gypsy Book qui voyage dans le monde, dans le temps et de personne en personne. Et voilà. Et en fait, ce Gypsy Book, dès qu'on le trouve, il change la vie de ceux qui le trouvent. Ça n'a rien de magique. C'est juste que ça leur fait voir les choses différemment. Et donc là, le Gypsy Book, on est à son 7e tome, bientôt 8. Et le 7e tome me tient particulièrement à cœur puisque
Nous parlons de la différence. Vous l'abordez comment? Sans tout dévoiler évidemment et en ayant quand même en donnant l'envie à nos auditeurs d'aller l'acheter, mais si on peut avoir une petite trame ou quelques éléments quand même de l'intrigue. Voilà. Alors en fait le roman se passe à la fin du 19e siècle, qui est un peu ma période historique chouchoute. En fait nous sommes en Angleterre à l'époque où on faisait les freak shows, c'est-à-dire les spectacles de monstres avec les femmes à barbe, les frères siamois ou les nains ou les choses comme ça. Et en fait, c'est montré que ces monstres, entre guillemets, les monstres ne sont pas ceux que l'on croit. Et on découvre ces monstres, je mets bien 50 000 guillemets autour de ce mot, à travers le regard d'une jeune fille qui s'appelle Marie et qui est dans l'hôpital du docteur Dawn. Le docteur Dawn, vous savez, qui est à l'origine, qui a le premier mis un nom, si on peut dire, catalogué, c'est très laid comme mot, les personnes porteuses de trisomie 21. Et en fait, cette Marie, elle a un regard lumineux sur les autres parce qu'elle ne voit pas... Elle voit la beauté du cœur uniquement. Et en fait, ça me touche parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui est important et qu'il faut vraiment faire passer à nos enfants. Un grand merci Sophie de Mullenheim, je rappelle que vous êtes l'auteur de la saga des Rochecourt, mais également de la saga du Gypsy Book, tous les deux disponibles en librairie aux éditions MAM. Et restons dans les allées de la littérature jeunesse, Agnès, avec Charlotte Grossetête, une maman devenue écrivaine. Bonjour Charlotte Grossetête. Bonjour. Vous êtes auteure jeunesse depuis plus de 20 ans. Vous êtes l'auteure notamment de séries de romans à destination des ados comme Les Enfants de la Balme, la saga dont le dernier tome est paru il y a très peu de temps aux éditions MAM. Une saga historique. Quelle est sa trame, son fil conducteur? Racontez-nous. Oui, c'est une série d'hommages à la résistance, notamment chrétienne. J'ai choisi de situer l'intrigue en Haute-Savoie, parce que les Alpes ont été un point phare de la résistance armée, bien sûr, avec le maquis des Glières, mais aussi spirituelle, avec un grand nombre de réseaux de passeurs qui dépendaient des jésuites de Fourvière, mais qui irriguaient partout la région. Et parce qu'il fallait trouver beaucoup de bonne volonté pour faire passer les Juifs en danger, notamment à travers la frontière suisse. Et ce sont des histoires qui sont très très méconnues, toujours réelles évidemment. Et j'ai eu à cœur de rendre hommage à toutes ces personnes extrêmement courageuses qui ont pris tous les risques pour sauver des Juifs. Alors donc comme c'est un petit peu adapté pour les enfants malgré tout, j'imagine qu'en termes de personnages fictifs, de héros auxquels les enfants peuvent s'identifier, vous avez fait là un petit travail d'imagination. Qui est-ce qu'on peut rencontrer comme personnage plus ou moins récurrent au fil des pages ? Alors oui, mes 3 héros sont absolument fictifs, dans un village fictif aussi, situé aux environs d'Annecy. Marie, Paul et Philippe sont 3 cousins bergers dans les montagnes. Et ils ont un curé de village qui va être un maillon fort de la résistance. Alors lui aussi est fictif, le père Parnou. Cependant, le père Parnou est en contact avec beaucoup de personnes tout à fait réelles, dont je mets d'ailleurs toujours les portraits en annexe des livres, afin que les enfants ne fassent pas de confusion entre la fiction et la réalité. Ça qui est intéressant quand on ouvre un petit peu les ouvrages que vous avez pu écrire, Charlotte Grossetête, c'est de voir qu'il y a aussi ce souci pédagogique, ce souci documentaire que vous faites à chaque fois. Pourquoi cette envie de transmettre ces morceaux d'histoire ? Eh bien d'abord parce que je suis maman, j'ai 6 enfants moi-même, donc j'ai à cœur la transmission et je trouve que ce sont toujours des portraits d'hommes et de femmes extrêmement intéressants, formateurs pour nos enfants. Ce sont des personnes qui ont su écouter leur conscience et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, toutes les questions qu'ils se sont posées alors restent tout à fait d'actualité. Ça veut dire qu'il y a certaines valeurs, certains messages forts que vous essayez de transmettre au fil des pages. Qu'est-ce que vous avez envie de donner justement comme idéal au fil des fictions ? Le courage de servir ces valeurs, les valeurs chrétiennes, pour moi qui suis chrétienne c'est très important, la bonté, l'envie de sauver des vies, sauver son prochain, en prendre soin, même s'il ne nous ressemble pas d'ailleurs, sauver son prochain. Alors donc on l'a compris, c'est une série en plusieurs tomes. Le dernier, le plus récent... C'est le tome 4 pour l'instant, puisque je suis en train d'écrire le tome 5. Le tome 4 se passe en 1943, s'appelle « Sur les sentiers des justes ». Les justes sont les justes parmi les nations. La Haute-Savoie étant le département français qui compte le plus de justes parmi les nations. Voilà, donc ce tome fait un zoom sur ces filières de passage, mais bien évidemment je continue dans le tome 5 à parler de toutes ces filières qui ont été très actives jusqu'à la libération.
Alors, on le sent dans ce que vous nous dites, Charlotte Grossetête, il y a vraiment ce souci de coller le plus à la réalité historique. Il y a un travail, j'imagine, d'archives, de sources. Comment est-ce que vous faites pour concevoir un petit peu les pièces véridiques de vos récits ? Alors j'ai en effet un énorme travail de recherche sur Internet évidemment, mais aussi, et pour moi c'est la chose la plus passionnante, de rencontres. J'essaye de rencontrer un maximum de personnes. Alors évidemment les personnes qui ont travaillé à ce moment-là sont mortes pour la plupart, parfois fusillées à l'époque, mais aussi de vieillesse aujourd'hui. Et donc je rencontre leurs familles, leurs neveux, leurs nièces, leurs petits-enfants. Pour moi c'est passionnant parce que ce sont des histoires familiales qui sont encore des trésors aujourd'hui et j'exploite un maximum de ces rencontres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement cette période de la Résistance ? Oui, alors évidemment, de toute façon, j'écris beaucoup de romans historiques situés à différentes époques, évidemment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on constate un intérêt vraiment très net des jeunes lecteurs pour la Deuxième Guerre mondiale, avec la série phare Les Enfants de la Résistance, les BD, qui ont eu beaucoup de succès, qui continuent d'en avoir. Et donc, l'idée de MAM, l'éditeur, c'était d'ajouter une touche, la petite touche chrétienne, voilà, s'intéresser à la résistance chrétienne qui a été très active et qui est passionnante à découvrir. Merci beaucoup Charlotte Grossetête, cette série historique pour les jeunes. Les Enfants de la Balme, c'est à découvrir aux éditions MAM. On notera donc la parution récente du 4e tome sur les sentiers des justes. C'est disponible en librairie au prix de 13,90 €. Retournons sur la place de la République pour conclure cette émission, Paul-Joseph Bouladou, avec un dernier invité qui est consultant sur CNews. Georges Fenech, donc vous êtes ancien juge, vous êtes également ancien député, vous publiez Ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques aux éditions du Rocher. C'est un titre tout de même qui accuse parce que justement vous avez été ancien parlementaire et juge. Moi je suis passé à l'école nationale magistrature. Je sais ce qu'on a tenté de m'inculquer. J'ai vu et entendu. La prison ne sert à rien. Les criminels ne sont pas responsables puisqu'ils sont victimes d'abord de nos discriminations. À quoi ça sert de sanctionner ? J'ai vu tout ça. J'ai vu arriver à l'école des grands gangsters qui sont venus nous expliquer la prison, des grands philosophes venant nous expliquer effectivement que la sanction ne servait à rien. J'ai vu pendant toute ma carrière dans les tribunaux être un peu blacklisté parce que je ne partageais pas cette idéologie permissive, née de la culture de l'excuse. J'ai vu tout ça. J'ai vu des parlementaires et des politiques tétanisés par cette justice, n'osant plus faire des réformes. Comment s'étonner que 4 décennies plus tard, le pays est en total, pratiquement à feu et à sang, où on détruit des commissariats, des écoles, parce qu'il n'y a plus d'autorité. L'autorité a failli, vous comprenez ? Et donc j'ai voulu lancer ce cri d'alarme en disant stop, stop, stop. Que les juges rendent la justice et que les politiques fassent les réformes nécessaires. Cet ouvrage a été écrit, on s'en doute, avant les émeutes de fin juin 2023. Ça vous donne raison ? Il a été imprimé une dizaine de jours avant, mais vous verrez dans le livre, je les annonce. Et je vous annonce aujourd'hui que ces émeutes de juin et juillet ne sont que les prémices de ce qui nous attend plus tard, sauf à ce qu'on réagisse. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Comment réagir selon vous, Georges Fenech ? Rappelez aux juges que leur seule mission, c'est de rendre la justice. C'est pas faire de la politique, c'est pas d'écarter les lois, c'est pas de manifester dans les rues avec ceux qui crient violence policière. Et rappeler aux politiques qu'ils ont une responsabilité, donner les moyens et faire les réformes qu'il faut pour notamment s'attaquer au fléau du trafic de drogue et au fléau de la délinquance des mineurs. Vous n'êtes pas tendre non plus avec le syndicat de la magistrature dans votre ouvrage ? Ils sont responsables. Pour moi, je les tiens comme premiers responsables. Un magistrat ne doit pas avoir de position politique. Il ne doit pas être partial. Or, leur doctrine, c'est d'être partial, de faire pencher la balance du côté soi-disant du plus faible. Et donc le criminel qui est victime de discrimination est faible, donc ne le sanctionnons pas. Ça, je m'élève contre cette doctrine. Ils ont tout de même appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, en 2012. C'est un scandale. Est-ce que des juges sont dans leur rôle quand ils appellent à faire voter ou battre tel ou tel candidat ? Est-ce qu'ils sont dans leur rôle quand ils mettent sur un mur des cons des pères de famille dont les filles ont été victimes, assassinées et violées par Guy Georges ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'ils défilent dans la rue avec des slogans « les violences policières » ? Est-ce que c'est normal qu'ils diffusent des contre-circulaires aux gardes des Sceaux pour dire qu'il ne faut pas considérer les émeutiers comme des émeutiers mais comme des révoltés des luttes sociales ? Tout ça ne va plus. Il faut donc remettre les choses à leur place. C'est-à-dire les juges pour rendre la justice et les politiques pour donner les moyens à la justice.
Qu'est-ce que votre ouvrage apporte? Parce que c'est un constat qui a été déjà posé depuis quelques temps. On se souvient, le premier, c'était un des premiers, le commissaire Pellegrini, qui parlait des banlieues en flammes il y a 20 ans. Depuis, ça a été dit, redit, rien n'est fait. Ça a été une lente descente aux enfers que je retrace, 4 décennies d'inaction qui nous ont amenés à cette situation. Donc il serait temps peut-être, avant que les Français ne réagissent violemment, je dirais, parce que ça nous pend au nez, que la justice fasse son travail. Dernière question, 4 décennies, ça nous emmène peut-être au début des années Mitterrand. Avant, c'était différent? Ça a commencé en 1980, avec l'arrivée du syndicat de la magistrature au pouvoir, dans les cabinets ministériels et partout. Et aujourd'hui, on en est là. Vous avez une carrière dans le politique, vous avez vu des choses? Bien sûr, j'ai vu des politiques n'osant plus faire les réformes, tellement ils étaient tétanisés par cette justice conquérante, qui s'intéressait d'un peu trop près à leurs petites affaires. Ça aussi, ça explique beaucoup. Dans votre ouvrage, vous prenez en exemple des camps à Chicago pour délinquants avec une discipline militaire et vous dites qu'il y a des super résultats. Ah ouais, les bootcamps que j'ai visités, yes sir, levé à 5h du matin, crâne rasé, parcours du combattant. Au bout d'un an, il y en a qui rentrent à l'armée, d'autres qui trouvent du travail, on leur remet des diplômes, on les revoit plus, c'est fini. Chez nous, en prison, ils font du karting, pardon. Il y a déjà eu des camps comme ça en France, on peut imaginer il y a très longtemps, peut-être après la guerre. Non, il n'y a jamais eu de camps comme ça. Il faut mettre ces jeunes pour lesquels tout a échoué, les plus endurcis, vous les remettez entre les mains de l'autorité militaire. En 6 mois, 1 an, ils vous en rendent un toutou. Merci Georges Fenech. Merci à vous. Merci Paul-Joseph Bouladou, merci également à Agnès Milo et à l'ensemble des auteurs qui ont pris quelques minutes de leur temps pour s'arrêter au micro de RCF Sarthe le week-end dernier lors du Salon du Livre du Mans. À bientôt pour de nouveaux instants littéraires sur notre antenne.